Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, chaque année depuis 2004, le concours James Dyson Award récompense un projet un petit peu révolutionnaire. L'édition 2022 a récompensé le Polyformer, une machine qui transforme les bouteilles en filaments pour imprimante 3D. On vous présente ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui, qui nous accompagne tout au long de cette émission. Bonjour Dorit, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Hello, aujourd'hui on va parler de cyberharcèlement, du ravage sur les jeunes et de comment ils peuvent s'en protéger. Et on voit ça dans un instant. Et puis c'est notre question du jour. Combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? Seuls 50% des élèves qui entrent en 6e sont capables de répondre à cette question. Un constat inquiétant qui est partagé par le Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Les experts s'inquiètent donc pour l'avenir, mais des solutions se mettent en œuvre justement pour donner à nos enfants le goût des maths. On en parle aujourd'hui et en visioconférence avec Julie Boucon, la cofondatrice d'Oli Oli Maths. Bonjour Julie. Bonjour à tous. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. L'invention de Swaley, Howey et Rayton Cheng fait partie des 300 à avoir été récompensés par un James Dyson Award en novembre 2022. Il s'agit donc du Polyformer, une invention qui allie économie et écologie. Un projet 2 en 1 qui nous est présenté par Xavier Terrade. And I just wanted to tell you that you're the winner of the Sustainability Award. James Dyson a annoncé en personne à Swaley Howey et Rayton Cheng de l'université McMaster au Canada qu'ils ont remporté le James Dyson Award dans la catégorie développement durable pour le Polyformer. Polyformer résout 2 problèmes. Premièrement, ça permet de recycler du plastique très facilement. Et deuxièmement, d'obtenir un filament d'imprimante 3D pas cher. Vous pouvez le faire vous-même avec cette machine. Ce projet fait partie des 300 inventions prometteuses de jeunes ingénieurs et scientifiques du monde entier à avoir été distingués. Cette idée leur est venue alors qu'ils travaillaient dans un espace de fabrication au Rwanda et ont constaté que les habitants n'avaient pas les moyens d'utiliser des imprimantes 3D à cause du prix élevé de l'importation de filaments dans le pays. Polyformer découpe les bouteilles en plastique en longues bandes qui sont ensuite introduites dans une machine. Chaque bande est thermoformée en un filament de 1,75 mm. Le filament passe ensuite par des ouvertures pour refroidir le plastique avant d'être enroulé autour d'une bobine, prêt à être inséré dans une imprimante 3D, une invention économique et écologique. Une bouteille en plastique de 50 centilitres ne peut produire que 3 mètres de filament. La prochaine étape pour Swaley Howey et Rayton Cheng est donc de développer un mécanisme capable de réunir automatiquement plusieurs brins de filament d'imprimante en une longue pièce unique. Un projet baptisé Polyjoiner qui est également 100% open source pour que les pays en développement puissent s'en saisir. Peut mieux faire ou encore il faudrait reprendre d'urgence les bases. Voilà ce qui pourrait être indiqué en bas du bulletin scolaire de la France en matière de mathématiques. Justement, les résultats de la dernière enquête Teams sont très mauvais pour le pays qui s'est largement enfoncé dans les classements depuis un quart de siècle, aussi bien vis-à-vis des autres pays qu'à son niveau de l'époque. C'est une prise de conscience qui a donné lieu aussi à une réforme du baccalauréat, vous le savez, et puis au lancement sur le marché de solutions qui proposent d'apprendre aux enfants les mathématiques de manière complètement différente, ludique et pratique. On va justement en parler dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, en visioconférence et à nos côtés pour en parler, Julie Boucon, vous êtes la cofondatrice d'Oli Oli Maths. Julie, on le disait, les mathématiques sont souvent considérées comme une matière parfois difficile, souvent intimidante. Vous avez donc créé Oli Oli Maths pour apporter une solution. Quel a été justement l'élément déclencheur dans la création de cette application? Julie, est-ce que c'est le constat qu'effectivement les élèves français ne sont pas forcément bons en mathématiques? Alors, il y a eu plusieurs constats. Donc, tout d'abord, le niveau des élèves, la réforme du bac qui a eu des conséquences désastreuses sur notamment la désertion des filles des filières scientifiques, mais pas que. Et je dirais aussi le fait que j'ai moi-même 2 filles de 7 et 9 ans et que je suis convaincue que les maths, c'est comme les langues, c'est juste une question de pratique quotidienne et de confiance en soi. Donc ça se travaille dès le plus jeune âge et c'est aujourd'hui ce qu'on propose avec notre application. Alors justement, comment essayez-vous de tenter de changer cette perception pour rendre les mathématiques un peu plus fun, un peu plus attrayantes aussi pour les enfants? Alors ce qu'on va proposer, c'est pas de remplacer les professeurs puisqu'ils font un travail extraordinaire en classe. Malheureusement,
on ne peut pas permettre à tous les enfants d'accrocher les maths en classe. Et ce qu'on va proposer, c'est justement d'amener du jeu dans l'apprentissage des maths hors de la classe. Donc les enfants avec l'application vont pouvoir s'amuser une dizaine de minutes par jour pour découvrir toutes les thématiques qui seront abordées pendant le programme scolaire. Alors justement, Oli Maths se distingue quelque part des autres applications d'apprentissage des mathématiques, parce qu'il y en a quand même beaucoup, elles sont nombreuses. Dites-nous justement comment vous arrivez à vous différencier. Alors, comme vous le savez, on a déjà créé Oli for Family qui propose l'apprentissage des langues pour les enfants. On s'est basé justement sur notre maîtrise de cette gamification et le fait de pouvoir amuser les enfants pour les amener à apprendre sans s'en rendre compte. Et on a transposé ce modèle dans les mathématiques en intégrant donc un programme de mathématiques qui a été créé donc par Albert Junior, qui fait partie aujourd'hui du même groupe auquel nous appartenons. Et donc, nous avons intégré une partie donc, de leur programme qui a été repris par notre responsable pédagogique pour pouvoir donc être complètement en phase avec tout le programme scolaire qui est appris du CP au CM2 par les enfants en France. Donc, l'idée, c'est de leur permettre à leur rythme de reprendre toutes ces thématiques et de les travailler donc selon leurs envies et surtout en s'amusant. C'est vraiment une des clés de succès, c'est de changer cette vision qui peut être pour certains enfants ennuyeuse et amener en fait à créer de la logique et des automatismes dans l'apprentissage des maths qui est si important pour la future employabilité de nos jeunes. Effectivement, c'est important et c'est justement l'objet d'un rapport. Le rapport sur la place des mathématiques dans la voie générale au lycée, qui a été commandé par le ministre Jean-Michel Blanquer en mars 2022, le reconnaît d'ailleurs, je le cite, « Le niveau moyen de compétences en mathématiques en France est en baisse depuis près de 40 ans, quel que soit l'outil d'évaluation utilisé. » On parle de TIMSS, CED, LEC ou PISA. Pourquoi pensez-vous que justement les élèves français ont tant de difficultés dans cette matière? Quels sont les obstacles les plus courants qui sont rencontrés par les élèves aujourd'hui? C'est une peur des mathématiques? C'est qu'on l'enseigne justement non pas par le jeu, mais de manière plutôt traditionnelle? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dès le plus jeune âge. Et quand, en fait, les enfants passent à côté de certains fondamentaux, malheureusement, ils vont se le traîner, en fait, toute leur scolarité. Donc, ce qui va avoir un impact sur leur confiance à être bons, justement, en mathématiques. Et je dirais qu'après, ils vont vraiment se désintéresser de cette matière et se mettre eux-mêmes dans une case de « je ne suis pas bon en mathématiques ». Alors que finalement, dans les mathématiques, il y a énormément de thématiques différentes et surtout, on peut les renforcer et les apprendre à n'importe quel âge. Donc c'est pour ça que le fait de pouvoir permettre aux enfants de le retravailler par eux-mêmes à la maison, ça peut justement permettre de réintégrer des enfants vers cette matière. Justement, les enseignants aussi doivent-ils insister sur le fait que les erreurs font partie du processus d'apprentissage? On parlait tout à l'heure, vous le disiez, de l'apprentissage par le jeu. Est-ce que c'est important aussi que ces enseignants aient un certain rôle dans l'apprentissage des mathématiques et puis justement lutter contre cette crainte de faire des maths? C'est quelque chose que vous poussez aujourd'hui dans l'application aussi? Alors, au niveau de l'application, on est vraiment sur un apprentissage positif. Donc, on est beaucoup tourné sur la félicitation, le fait de, récompenser les enfants. Et ce que vous disiez est très juste et valable pour toutes les matières, c'est-à-dire que les erreurs font partie de l'apprentissage. Et je suis convaincue que quand on fait une erreur et qu'on nous explique ce pourquoi on a fait une erreur, je parle pour les professeurs, ça va être encore meilleur pour l'ancrage mémoriel. Donc évidemment, récompenser les enfants, leur expliquer que voilà, tout le monde peut se tromper et c'est comme ça qu'on apprend, et dédramatiser l'erreur, ça fait partie aujourd'hui des fondamentaux et de ce que doivent transmettre les enseignants aux enfants. Le niveau des petits Français, Julie, en maths ne cesse de baisser. Les évaluations de l'Éducation nationale sur les élèves de CM2 et de 3e qui ont été publiées en 2021 ont été terribles. Ils montrent un vrai décrochage des élèves en mathématiques en moins de 5 ans. Effectivement, la moitié des élèves seulement font correctement les 4 opérations nécessaires à la fin de primaire. 53% contre 70% 5 ans avant. Le problème, on en a parlé, il vient peut-être de la manière d'apprendre. Vous avez aussi au cœur de l'application
cette pédagogie qui vient quelque part de Maria Montessori. Est-ce que à la maison, vous avez quelques tips pour nos parents qui nous écoutent pour justement apprendre dès le plus jeune âge, aussi bien sûr avec Oli Oli Maths, mais à la maison, les principes fondamentaux des maths? Alors oui, en effet, comme pour toutes les matières, que ce soit la lecture, les langues, les mathématiques, ce qu'on donnerait comme conseil aux parents, c'est vraiment de créer des routines et de permettre aux enfants d'aimer justement ces matières, cette pratique quotidienne, et de leur donner clairement confiance en leur capacité à pouvoir performer dans ces matières. Une réforme qui est entrée en vigueur, vous en parliez tout à l'heure, en 2019, supprimait donc les sections L, ES ou S pour les remplacer par un tronc commun et des spécialités. Le problème, vous le disiez, c'est que la spécialité mathématique est en recul. Ils ne sont plus que 37% des élèves à l'avoir choisi en 2022. Est-ce qu'il est là aussi le sujet? C'est cette réforme du bac qui a fait baisser quelque part le niveau des élèves en mathématiques? Alors complètement, puisque on s'est rendu compte que finalement un tiers des élèves c'était complètement étaient partis dans des filières hors mathématiques. Il y a eu donc aussi une baisse de 50% des filles dans ces filières scientifiques. Et il y a un constat que je lisais justement d'un professeur de prépa qui justement alertait sur le fait qu'aujourd'hui les élèves dans les prépas scientifiques, donc qui sont censés être des spécialistes, ne savent plus calculer. Donc c'est vrai que nous, dans ce qu'on souhaiterait apporter avec l'application qu'on a créée, c'est aussi le fait d'intégrer des modules de calcul mental et de multiplication pour pouvoir justement permettre aux élèves de pouvoir calculer plus vite. Et je pense que c'est quelque chose qui, au fil des années, a été oublié et peut-être mis de côté dans le programme qui est inculqué aux élèves. C'est vrai qu'on le voit beaucoup, notamment à Singapour, dans des écoles innovantes aussi en Europe. Ces méthodes de calcul, on voit souvent des vidéos passer sur les réseaux sociaux. C'est une pédagogie qui vous intéresse et peut-être ça aussi qui vous a interpellé quand vous avez créé Oli Oli Maths. Complètement. C'est vrai que lorsque ma sœur était expatriée en fait en Chine, là où l'idée en fait est née de l'application pour l'apprentissage des langues, elle avait inscrit son fils donc dans un cours de mathématiques qui s'appelait la méthode Kumon et qui permettait justement de mettre en place des systèmes de calcul mental très rapides. Donc en fait, il y avait des petits feuillets à faire 10 minutes par jour. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voudrait numériser, intégrer dans l'application, un petit module de 2-3 minutes de calcul mental quotidien pour permettre aux enfants, en fait, de façon automatique, d'arriver à mettre des mécanismes en place. Et c'est facile à faire. C'est vraiment des... Je vous en prie, je voulais juste simplement vous demander si c'était facile à faire, à la fois dans l'application, parce que c'est une pédagogie qu'on ne connaît pas forcément en France, mais aussi dans les salles de classe. C'est une nouvelle pédagogie qu'on ne connaît pas évidemment. Vous souhaitez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi? Alors, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment d'intervenir hors de la classe, donc d'aider, je dirais, les enfants hors de la classe, puisqu'on est conscient que voilà, le professeur a lui son rôle de transmettre l'enseignement, donc de façon un petit peu plus traditionnelle. Et je dirais que nous, on va venir en renfort à la maison pour que l'enfant puisse reprendre les thématiques sur lesquelles il se sent moins à l'aise ou qu'il puisse aller plus loin s'il souhaite découvrir également des thématiques qu'il abordera plus tard en classe. Et bien justement, on va continuer à parler de ce sujet absolument passionnant, des mathématiques aussi chez les enfants. Mais d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
Ta-da! That easy! Reality is... Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée du jour, Julie Boucon, cofondatrice d'Oli Maths. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Julie, avec vous, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, avec vous, on va parler des dangers du cyberharcèlement. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est considéré aujourd'hui comme du cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est de la violence en ligne, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi être sur un forum, un blog ou sur un jeu vidéo multijoueur. L'idée, c'est d'intimider, d'humilier, de rabaisser, de menacer, voire de faire chanter la personne en face, de s'attaquer à son intégrité, à sa religion, à son physique, à son identité de genre. C'est aussi partager des photos ou des vidéos sans le consentement de la personne concernée. Le cyberharcèlement a donc plusieurs visages, mais il a avant tout celui de la souffrance, de la peur et malheureusement du silence des victimes, bien trop souvent. Et c'est effectivement un fléau. En quoi l'état des lieux, c'est quoi l'état des lieux du cyberharcèlement aujourd'hui? C'est que 60% des jeunes ont déjà été victimes de cyberharcèlement selon une étude publiée par e-Enfance. 49% des victimes ont déjà pensé au suicide. 69% disent avoir subi des insomnies, des troubles de l'appétit ou ressenti du désespoir. Et 51% ont failli tomber dans des comportements d'addiction à l'alcool ou à la drogue. La majorité des victimes qui ont subi du cyberharcèlement avaient moins de 21 ans. On a Justine Atlan, qui est directrice générale de l'association e-Enfance, qui est une association de protection de l'enfance sur Internet. Elle déclare « Il s'agit d'un âge où les jeunes sont parfois très seuls et se trouvent dans une situation précaire. Pour autant, ils ont besoin de socialisation à cet âge, ce qui les amène à prendre des risques en ligne. » Elle pointe du doigt les sources principales du cyberharcèlement qui, pour elle, sont les réseaux sociaux. Elle dit, je cite, « Pour cette tranche d'âge, ça va être plus TikTok que Facebook, en sachant que les jeunes déclarent avoir en moyenne un compte sur 8 réseaux sociaux différents. » Et je crois que vous avez vous-même une histoire personnelle liée au cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez agi aussi face à ça? Ouais, moi je me suis retrouvée avec un forum de 4 pages créé contre moi, avec des captures d'écran de mes publications LinkedIn qui disaient c'est le cancer de la société, elle mérite de mourir. Donc émotionnellement c'est dur, mais il faut agir. Donc moi j'ai agi, j'ai fait appel à Pharos, ça s'écrit P-H-A-R-O-S, c'est la gendarmerie en ligne contre le cyberharcèlement. Donc j'ai mis le lien de ce forum dessus, j'ai été rappelée par un gendarme qui m'a accompagnée dans mon dépôt de plainte. Il a été hyper bienveillant, adorable, donc j'encourage forcément tout le monde à ne pas subir et vraiment à agir parce que c'est très grave et on ne doit pas laisser passer. Et justement, quelle attitude vous allez conseiller justement à une personne qui pourrait être victime aujourd'hui de cyberharcèlement et à son entourage aussi? Alors j'ai aussi vécu du harcèlement scolaire. Les deux se ressemblent beaucoup dans le côté où on se renferme sur soi, où on dit que tout va bien pour ne pas déranger, par honte, sauf que ça va pas du tout. Le cyberharcèlement, c'est le prolongement du harcèlement scolaire. C'est important de le rappeler, sauf que ça s'arrête jamais. Il n'y a jamais de limite, c'est non-stop sur les réseaux sociaux, par message. Pour se protéger, déjà, il faut en parler.
Ne surtout pas rester seul. Quand on est victime, on identifie des personnes, des alliés, des personnes vraiment de confiance. Ça peut être un parent, un ami, un prof, une tante, ou même le 3018. C'est le numéro d'écoute mis en place pour les victimes de cyberharcèlement. Par-dessus tout, verbaliser, mettre des mots sur ces mots. Ne surtout pas se dire « ça va aller, il y a pire ». C'est une forme de violence et une souffrance qui doit être considérée. Alors, quand on est parent, évidemment, on a aussi un rôle à jouer. On observe si son enfant a un changement de comportement, s'il est plus renfermé, si d'un coup il a plus d'appétit, s'il est moins souriant, s'il a plus tendance aussi à s'isoler. Et par-dessus tout, on ne cherche pas à faire justice soi-même. La plupart des jeunes, ils ne parlent pas du cyberharcèlement parce qu'ils ont peur en fait de l'intervention des adultes, que la situation s'aggrave finalement. Donc, quand on est parent, on en parle ensemble, on communique. Et pour ça, il faut créer le dialogue et mettre son enfant en confiance, avec pédagogie, en lui faisant comprendre que ça sera à son rythme comme il le souhaite. Comment on peut se protéger, surtout quand on est très jeune, quelque part? Ouais. Alors, il y a des gestes simples. Donc déjà, ne laisser personne pénétrer dans l'intimité, mettre ses réseaux sociaux en privé et surtout être dans l'ultra-communication, je le répète, avec les parents sur tout ce qui est contact virtuel, comme les jeux vidéo en ligne. Ensuite, pareil, conseil très basique, ne jamais donner d'infos intimes comme son adresse et encore moins des photos ou des vidéos intimes. Sur le moment, on ne voit jamais le mal jusqu'au moment où ça dégénère. Et c'est une des formes de cyberharcèlement qui devient la plus virale finalement, le partage de photos, de vidéos, et ça fait vraiment des ravages moralement sur les jeunes. Je rappelle bien sûr que le cyberharcèlement est une forme de harcèlement moral définie par l'article 222-33-2 du Code pénal et qu'il est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Si la victime est mineure, les peines sont de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Alors c'est rassurant, mais ça n'empêche pas les drames. Je pense notamment au suicide de la jeune Lindsay qui avait 14 ans, qui s'est suicidée en mai 2023 après avoir été cyberharcelée. On attend tous une vraie modération sur Internet parce que ça reste toujours beaucoup trop facile en 2023 de bousiller la vie de quelqu'un sous couvert d'anonymat caché derrière un pseudo. Et c'est un sujet effectivement éminemment important. Donc parlez-en à vos enfants. Merci beaucoup en tout cas Dorit d'être venue nous parler de ce sujet. Et puis nous on va continuer à parler justement des mathématiques parce que le niveau moyen en maths des élèves français de 4e est à peu près égal à celui de 1995. Aucun progrès par rapport aux autres pays évalués. La France est d'ailleurs dernière d'Europe et avant-dernière des pays de l'OCDE. Les mathématiques, c'est comme tout, ça s'apprend et ça se travaille et c'est en partant de ce principe qu'Oli Math, une application de langue à la base, s'est lancé le défi d'aider les élèves en maths. On en parle dans la deuxième partie du talk. Julie Boucourt, on est toujours avec vous. Je voulais simplement vous faire réagir avant de reparler des maths sur la chronique de Dorit Naon. Le cyberharcèlement, on le sait, c'est un fléau aussi. Vous avez de très jeunes enfants. Est-ce que c'est un sujet évidemment qui vous touche, qui vous concerne aussi en tant que maman, en tant qu'acteur de l'éducation numérique aussi ? Alors, ça me touche énormément et c'est vrai que dès leur plus jeune âge, même si aujourd'hui, elles n'ont absolument pas accès à tout ce qui est réseaux sociaux parce qu'elles sont beaucoup trop jeunes, c'est vrai que c'est un sujet qui me préoccupe. C'est un sujet dont je leur parle déjà, le harcèlement scolaire, le fait qu'il y a des enfants qui peuvent être harcelés, il y a des enfants qui peuvent être harceleurs sans s'en rendre compte. Donc c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui qu'à l'école, ils en parlent beaucoup, ce que je trouve qui est une très très bonne chose. Et maintenant, je les mets vraiment en garde quant à l'utilisation future des réseaux sociaux quand elles auront l'âge d'y aller et sur les conséquences, comme vous le disiez, de tout ce qui est données personnelles, vidéos, photos, etc. Justement, le numérique, c'est aussi au cœur de votre métier. On le rappelle, vous avez créé Oli Math qui permet d'apprendre les mathématiques en s'amusant. On parlait juste avant la chronique de Dorit que on disait que la spécialité mathématique était en recul depuis la réforme du bac. Ils sont plus que 37% des élèves en 2022 à l'avoir choisi au baccalauréat. Le problème aussi, c'est qu'il y a un manque criant de filles, Julie. Pourquoi les filles sont-elles de moins en moins à choisir cette matière, selon vous ? Alors, une des conséquences directes a été évidemment la réforme du bac, mais je pense qu'aussi il y a un réel problème sociétal lié à l'orientation qui est faite au lycée. Puisqu'aujourd'hui, je pense que certaines pratiques poussent à orienter plus les filles dans des filières littéraires que dans des filières scientifiques.
Donc je pense qu'il y a vraiment une piste à creuser également de ce côté-là, que ce soit dans la posture des apprenants, donc donner confiance aux fillettes et leur montrer la voie de certains métiers avec peut-être des rôles modèles comme par exemple l'astronaute Sophie Adno, qui est une femme. Mais également, je pense qu'il y a un travail à faire du côté des encadrants et des professeurs qui, eux aussi, doivent justement donner confiance aux filles et les pousser dans ces filières-là. Cette raréfaction des étudiantes aussi dans les filières mathématiques est dangereuse. On est aussi au cœur de la 3e révolution industrielle, celle du numérique, celle de la robotique, de l'intelligence artificielle. Ce qu'on veut aussi en France, c'est produire des innovations dans ces secteurs. C'est d'ailleurs tout l'objet du programme France 2030. Le problème, c'est que justement, si on n'a pas de filles dans les filières d'ingénierie, pas de filles qui font du coup des mathématiques à l'école, on ne peut pas produire ces innovations sans avoir des scientifiques. Alors évidemment, c'est pour les garçons et comme vous le disiez, la puissance industrielle d'un pays ne peut progresser sans compétences scientifiques. Donc il faut justement donner confiance aux enfants dès le plus jeune âge, pousser les filles, les garçons dans ces filières scientifiques et garantir le fait que voilà, on continuera à pouvoir produire de la matière grise, élever nos jeunes vers des métiers d'avenir pour faire briller l'industrie française. Et dans ce cadre, justement, j'imagine que le retour des enseignants qui voient les élèves utiliser Olimath sont très positifs, j'imagine, c'est ça? Alors, tout à fait. C'est vu avec beaucoup de bienveillance. Bon, pour le coup, on n'a pas encore eu l'opportunité d'échanger avec beaucoup de professeurs à certains événements qui vont réunir justement... je dirais beaucoup de professeurs comme Educatech, mais ce sera l'occasion d'en discuter. En revanche, j'en ai parlé avec les professeurs qui sont dans justement l'école de mes filles, qui voient ça vraiment d'un bon œil, en se disant que voilà, c'est le moyen de remettre certains enfants dans les mathématiques qui s'étaient mis dans une case de malheureusement, les maths, c'est pas pour moi. Dorit, je me tourne vers vous. Est-ce que vous étiez une bonne élève en maths? Pas du tout. Pas du tout. Alors moi, je pense que déjà, l'ensemble du système éducatif doit se réinventer, se renouveler, aller vers plus de pédagogie. Parce que finalement, à l'école, on va vers nos goûts. Perso, moi, c'était le français, c'était les langues. Et je détestais les maths, je détestais les sciences. Et c'est là où il faut aller chercher les enfants vers des choses qui ne sont pas justement leur goût de base, pour aller les challenger, pour aller les accompagner vers... justement plus de pédagogie, d'innovation, d'éducation, et ça passe par la gamification. Moi, j'aurais été ravie justement d'avoir une solution comme ça, où peut-être je me serais amusée en apprenant les maths, en apprenant les sciences, et j'aurais eu peut-être plus de logique aussi à l'école, et aussi de meilleures notes évidemment, mais non, les maths, c'était pas du tout mon truc, mais encore une fois, parce que aussi, on avait ce système très normé académique, avec les livres, avec les exercices au tableau. Et encore une fois, si de base on n'aime pas ça, on n'a pas envie d'aimer ça. Et c'est là, je pense, toute la problématique. Merci beaucoup, Dorit. Alors justement, quels sont les projets futurs pour Olimath, Julie Boucon, en termes d'amélioration, de nouvelles fonctionnalités, peut-être d'export aussi à l'international? Alors, dans la V1, dans la première version de l'application, donc ce qu'on a intégré, donc c'est vraiment l'avatar qu'on a repris de l'application de langue pour que chaque enfant puisse justement personnaliser son avatar et qu'il puisse justement gagner des étoiles au fil de la réussite de ses exercices pour pouvoir s'acheter des nouveaux vêtements, etc. Dans la V2, comme je vous le disais, on va intégrer des modules de calcul mental et de multiplication parce que voilà, c'est vraiment en pratiquant chaque jour que les enfants vont pouvoir progresser et vont pouvoir monter en compétences dans les matières mathématiques. On va également intégrer donc, le Tamagotchi qu'on utilise dans l'application de langue, puisque ça va permettre aux enfants de récompenser l'assiduité et le fait qu'ils vont se connecter un petit peu tous les jours. Et donc au niveau de l'ambition de cette application pour les mathématiques, donc on l'a lancée donc, dans les pays francophones depuis plus d'une semaine désormais. Et on va essayer de potentiellement l'externaliser vers certains pays
européen dont je ne peux à ce jour dévoiler encore quelle sera la roadmap. Et bien justement, on va garder le suspense et puis vous reviendrez nous en parler avec grand plaisir. En tout cas, vous l'avez vu, apprendre les mathématiques en s'amusant, c'est possible. Et puis vous nous l'avez montré, Julie Boucon, merci encore d'avoir été avec nous. Vous êtes la cofondatrice d'Oli Oli Math et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup à Dorit Naon d'avoir été là tout au long de cette émission. Et puis évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans l'École du Futur.